Bienvenue dans le débat de France 24. Il voulait quitter l'Irak, c'est raté. Avec 5200 soldats sur place et l'envoi de 3 à 3500 hommes supplémentaires dans la région, c'est plutôt un surge, un accroissement de la présence américaine que semble promis dans un proche avenir Donald Trump. En décidant l'assassinat ciblé de Qassem Soleimani, la figure du régime à l'étranger, grand architecte de l'expansion iranienne au Proche-Orient, le président américain a pris le risque de resserrer les liens de ceux qu'il désignait pourtant jusque-là comme ses adversaires. Ces millions d'Iraniens qu'on a vu défiler à Téhéran devant les cercueils de ceux qu'il désigne désormais comme des martyrs. Une scène digne des funérailles de l'ayatollah Khomeini il y a 30 ans et dont on a vu l'écho ces dernières heures de Damas à Beyrouth en passant par Sanaa. Et si les Américains venaient de faire l'unité du monde chiite et peut-être même d'une partie de la rue musulmane contre eux, avec quels effets au service de quelle stratégie? On en débat avec Fariba Ashtroudi. Bonjour, vous êtes journaliste et écrivaine iranienne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec également Annick Cizel, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle, spécialiste de politique étrangère des États-Unis. Avec aussi parmi nous Pierre Razou, directeur de recherche à l'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, auteur de La guerre Iran-Irak, c'est paru chez Perrin en 2013. Bonsoir. Et puis enfin Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de l'Irak à l'Université de Soran et chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci à vous quatre d'avoir accepté ce débat. Mais d'abord, c'est la conséquence immédiate de la mort du général Soleimani. L'Iran vient d'annoncer la 5e et dernière phase de son désengagement de l'accord sur son programme nucléaire. Les explications d'Antoine Fenot. L'annonce a été faite à la télévision d'État iranienne peu après une réunion du Conseil de sécurité nationale, un bref communiqué lu en direct. L'Iran ne fait plus face à aucune limitation dans ses activités nucléaires. Cela inclut la capacité et le pourcentage d'enrichissement, mais aussi le stock de matériel enrichi, ainsi que la recherche et le développement. C'est la 5e étape d'une reprise progressive du programme nucléaire de l'Iran. Reprise calculée. Selon les autorités iraniennes, l'enrichissement d'uranium sera limité à 5%, quantité maximale requise pour des activités nucléaires civiles. En revanche, les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique pourront toujours se rendre en Iran. Toujours est-il que ces annonces violent l'engagement conclu en 2015 entre la République islamique, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Allemagne et la France. L'accord prévoyait un contrôle des activités nucléaires du pays en échange d'une levée de lourdes sanctions économiques. Aujourd'hui est un jour historique. C'était sans compter sur l'intransigeance de Donald Trump. En 2018, le président américain s'est retiré unilatéralement de l'accord. L'escalade est aujourd'hui alimentée par la mort du général Soleimani dans un raid américain. Pour tenter de désamorcer la crise, l'Union européenne a convié le ministre des Affaires étrangères iranien Mohamed Javad Zarif à Bruxelles. Dans un communiqué commun, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont appelé l'Iran à retirer ces mesures violant l'accord de 2015. Réaction lourde de menaces ou bien à minima, Pierre Razou? Téhéran indique qu'elle continuera à coopérer avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme par le passé. Oui, je crois qu'en fait, la stratégie de l'Iran paraît assez claire, c'est-à-dire c'est évoluer tout doucement, mais sûrement, vers la capacité de seuil nucléaire, c'est-à-dire dire à l'ensemble de ses interlocuteurs internationaux, regardez, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour faire en sorte que les États-Unis reviennent dans l'accord, ou en tout cas fassent tomber les sanctions économiques qui nous donneront un prétexte pour pouvoir revenir et respecter les termes de l'accord, eh bien nous dériverons tout doucement vers le seuil nucléaire. Mais au lieu de le faire brutalement, un petit peu à la nord-coréenne, si vous me passez l'expression, ils le font un petit peu comme quand vous faites le passage d'une image du chat au chien, c'est-à-dire image par image, très, très progressivement. Et ça se fera par étapes, ça se fera en termes de quantité, en termes de seuil. Et la dernière étape sera la sortie du TNP. Mais ils le traité de non-prolifération. L'Iran menace d'en sortir depuis le milieu des années 2000. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, tout ça est très bien de mon point de vue, est très bien établi et laisse finalement la possibilité à la communauté internationale, et notamment aux Russes et aux Chinois qui sont influents, de faire ce qu'il faut pour convaincre les Européens et les Américains en fait, de calmer le jeu et de revenir
un jeu plus raisonnable. Un retour en arrière est encore possible, a dit Xizel, c'est ce qu'indique l'Iran lorsqu'elle dit limiter à 5% pour l'instant le degré d'enrichissement d'uranium. C'est exactement ça, c'est qu'un retour en arrière vers le futur, en l'occurrence, est tout à fait possible. Il faut garder à l'esprit que nous avons de nouvelles élections présidentielles américaines en novembre 2020 et que par conséquent, en avançant à petits pas vers la nucléarisation à nouveau de l'Iran, et en précisant bien, les conditions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire les conditions de 2015, le retrait des sanctions pour que l'Iran reste dans l'accord et l'applique pleinement, sont toujours sur la table. Ce qui veut dire que si les Américains votent dans un sens plus favorable à un retour d'une véritable négociation et pourquoi pas, à un retour, rêvons un tout petit peu, à un retour vers un accord nucléaire sur les mêmes bases ou des bases peut-être renégociées, mais avec une nouvelle administration en janvier 2021, peut-être qu'il est possible de sauver encore un petit quelque chose de ce qui a été négocié, rappelons-le quand même, depuis 2006, sous George W. Bush, sous une administration républicaine, sans grand résultat pour arriver à cet apogée de 2015. Vous voulez dire que les républicains de l'époque, eux, croyaient encore au dialogue? C'est-à-dire qu'il y avait encore une intersection possible entre un intérêt bien compris entre l'intérêt national des États-Unis et l'intérêt national de l'Iran. Les alternatives étaient de dénucléariser l'Iran par la force, c'est-à-dire soit par la guerre militaire, soit par les attaques cyber, par les cyberattaques. Ça a été le cas de Jeux Olympiques, c'était son petit nom de code, du virus Stuxnet qui, encore sous Obama en 2012, attaque les centrifugeuses iraniennes. C'est-à-dire que on oublie, au-delà de l'accord nucléaire de juillet 2015, on oublie aujourd'hui toutes les pressions que l'administration Obama a mises sur Téhéran à l'époque, entre virus, donc une cyberguerre contre les centrifugeuses ou des sanctions qui ne cessaient de monter jusqu'à ce que les Iraniens viennent autour de la table et acceptent de négocier et de signer. Donc, ce quid pro quo, comme on dirait en anglais, cet échange de bons procédés, cet échange de bons procédés tout à fait dans la réelle politique que les deux pays savent pratiquer, il peut y avoir une nouvelle opportunité. C'est en tout cas ce que laisse entendre, me semble-t-il, la diplomatie iranienne actuellement. Il ferme presque toutes les portes, mais pas complètement. Et si Donald Trump n'était pas réélu? Donald Trump, justement, il a tweeté des potrons minets, comme on dit aujourd'hui aux États-Unis. Iran will never have a nuclear weapon. L'Iran n'aura jamais, non, ce n'est pas ce tweet, l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Fariba Stroudi, il y a un risque désormais pourtant que l'Iran souhaite de manière très ouverte, puisque jusqu'à présent, Téhéran s'est toujours défendu de rechercher le nucléaire à d'autres fins qu'à des fins civiles. Il y a un risque désormais, l'Iran assume ouvertement la volonté de se doter de l'arme nucléaire. Écoutez, si les États-Unis poussent, comme ils sont en train de faire la guerre n'a pas commencé avec l'assassinat abominable du général Soleimani. La guerre a commencé avec les sanctions totalement inhumaines. Moi, je vis là-bas et depuis des mois, je vois la souffrance de la population iranienne. La guerre, en plus, n'est pas contre le régime iranien, c'est contre la société civile et la population iranienne. Ce qui est mon propos ici. Je suis venu ici pour être un tout petit peu la voix de ceux qui ne peuvent pas parler et qui sont là-bas. Surtout les jeunes qui tweetent tous les jours, qui m'envoient tous les jours des SMS en disant « Si vous passez sur les antennes, parlez de nous ». Donc, effectivement, s'ils poussent, je veux dire, n'importe quel État, et là, on ne parle pas, je me considère comme une opposante contre les jusqu'au-boutistes, de quel que soit le bord, que ce soit ici, Madame Le Pen, ou là-bas. Donc, et je me considère comme opposante. Mais aujourd'hui, je veux dire, aujourd'hui, je serai certainement derrière l'Iran, derrière ma population, derrière mon peuple, avec le gouvernement qu'il y a, avec Monsieur le guide Khamenei. C'est évident. Monsieur Trump ne comprend pas ça. Je veux dire, il se comporte comme un hooligan. C'est un énergumène. J'ai jamais vu un politicien pareil, et personne, je crois, au monde n'a vu ça. Et effectivement, s'il pousse, je veux dire, de gré ou de force, on sera derrière la décision d'un pays qui veut se défendre. Bien qu'opposante proclamée, vous vivez comme une injustice la mort de Qassem Soleimani. Mais total, surtout que ça ne sert pas les intérêts de la population iranienne. Les Iraniens eux-mêmes étaient en train de dire à M. Soleimani, vous avez défendu, il est considéré comme un héros national parce qu'il a défendu
il ne faut pas oublier, parenthèse, que Daesh, monsieur pourra le dire mieux que moi peut-être, considère les chiites pire que les mécréants. C'est-à-dire, nous avons été, et nous sommes toujours, les premières cibles de Daesh. Donc les Iraniens comprennent parfaitement que Rossem Soleimani a été effectivement la sentinelle de l'Iran pour préserver l'Iran de Daesh. À des fins uniquement sécuritaires ou impérialistes? Alors, écoutez, justement, le volet impérialiste, le volet de la politique, de la géopolitique régionale, on le saura d'ici quelques années, quand les archives de la CIA et les archives des autres grandes nations seront... on ne parle pas de ça pour l'instant. Mais effectivement, la population iranienne en avait assez de voir qu'on crève la dalle chez nous, si on peut dire, pour parler... On l'a compris, on a faim. Exactement, non. Oui, la faim, la misère, et que des milliards partent en Syrie ou ailleurs. Je ne discute pas pour l'instant de la politique régionale de l'Iran. Et ils étaient en train de le réclamer en disant « maintenant, ça suffit, vous revenez, occupez-vous de nous ». Je veux dire, les répressions terribles d'il y a 20 jours, d'il y a un mois, tout le monde les a oubliées maintenant. Parce qu'effectivement, même ceux qui ne l'ont pas oublié ne peuvent pas pour l'instant revenir là-dessus. Là, l'ennemi extérieur fait que tout le monde en plus, M. Khamenei a beau jeu en disant « Vous voyez, j'ai eu raison, j'avais raison, on ne peut pas faire confiance aux États-Unis, on ne peut pas faire confiance aux Français, on ne peut pas faire confiance à l'Europe ». C'est ça, le drame de la population iranienne, c'est ça. C'est que maintenant, on ne peut plus parler de rien parce qu'on est menacé effectivement d'avoir des bombes sur la population. On ne va pas croire que M. Trump est meilleur que M. Bush, qui a rendu, ce qu'on a vu, meilleur que M. Sarkozy avec ce qui se passe en Libye. Il faut arrêter. Vous savez, j'ai été éduquée dans ce pays. J'adore la France. C'est vraiment mon second pays. Mais je ne peux pas croire un instant, mais pas un instant, que ni M. Macron, ni M. Trump, ni l'autre énergumène de Londres puissent être derrière les intérêts et les droits de l'homme en Iran. Nous sommes, nous, les Iraniens, pour les droits de l'homme. C'est à nous de nous battre là-bas pour effectivement faire comprendre raison à nos gouvernements. Adel Bakawan, c'est ça l'effet premier, avant même finalement cette sortie progressive de l'Iran de cet accord sur le nucléaire. On verra d'ailleurs si on peut véritablement parler de sortie. C'est ça l'effet premier de la mort de Qassem Soleimani, cet assassinat ciblé, comme on dit, avoir réussi à coaliser derrière l'ayatollah Khamenei l'ensemble du peuple iranien et des populations chiites de la région. Écoutez, le régime iranien a perdu une personnalité mythique, c'est vrai, hein, une personnalité qui était considérée comme le numéro 2 du régime. Les grands présidents des grands pays, quand ils se rendaient à Téhéran, ils rencontraient d'abord le guide et ensuite ils voulaient absolument rencontrer Qassem Soleimani et non pas le président Rouhani ou le président de l'Assemblée nationale, ou même pas le président du Conseil de la sécurité nationale. Mais par contre, ce régime qui a perdu une personnalité mythique a gagné non seulement le peuple iranien, mais aussi une bonne partie du peuple irakien, du peuple syrien, du peuple yéménite, une bonne partie du peuple libanais. Autrement dit, l'assassinat, je ne comprends pas. Personnellement, depuis des années et des années, j'analyse la situation, les différents mouvements sociaux, les contextes, les différents paradigmes. Au moment du 1er octobre au 1er janvier 2020, il y a un mouvement de contestation, un grand mouvement de contestation, chiite par excellence, hein, la base chiite marginalisée, exclue, en révolte rapidement contre les élites chiites au pouvoir. On va voir les images, le contraste saisissant entre ces manifestations contre l'Iran et ces manifestations contre les États-Unis. Qui réclamaient l'Iran dehors, nous voulons un Irak libre. Et ce mouvement a misé énormément, a compté énormément sur l'accompagnement des États-Unis d'Amérique. À ce moment-là, président Trump fait une erreur majeure, hein, une ligne, il transgresse une ligne rouge en assassinant une personnalité
par conséquent, qui fédérera la totalité de la communauté chiite, non seulement en Irak, mais aussi dans le monde arabe. Je voudrais qu'on voit les images, justement, de ces scènes de rue qu'on observait il y a quelques temps encore, dans les rues de Beyrouth et de Bagdad, et ces manifestations contre la présence iranienne, notamment, pas seulement, avant tout des manifestations sociales et économiques. Et aujourd'hui, on le voit, les États-Unis qui sont très durement critiqués. Pierre Razou, c'est ça, on a oublié totalement aujourd'hui dans les rues de Bagdad, de Beyrouth, ce qu'on scandait il y a encore un mois, ces affrontements même qu'on a pu observer avec le Hezbollah. Tiens, on va écouter Hassan Nasrallah et puis je vais vous donner la parole juste après. Hassan Nasrallah, donc le leader du Hezbollah chiite libanais. Lorsque les cercueils des soldats et des officiers américains commenceront à retourner aux États-Unis horizontalement et non verticalement comme ils sont venus, Trump et son administration se rendront compte qu'ils ont perdu la région et qu'ils perdront les élections. Voilà, c'était Hassan Nasrallah qui s'exprimait hier, le leader du mouvement Hezbollah, qui était contesté avec d'ailleurs l'autre milice chiite, Hamal, il y a encore quelques semaines dans les rues de Beyrouth. Aujourd'hui, il est totalement réhabilité aux yeux des masses chiites, comme on dit. Alors je ne sais pas s'il est totalement réhabilité, mais ce qui est sûr que ce qui s'est passé à Beyrouth et à Bagdad ont quand même bien inquiété le régime iranien en se disant oula, on est en train de perdre le contrôle sur la situation. Quelque part, ce qui se passe là, évidemment, vient les renforcer. Pour répondre à votre question de tout à l'heure sur le nucléaire, parce que je crois que c'est crucial, il ne faut pas oublier que les Iraniens sont d'excellents joueurs d'échecs et de très bons judokas. Donc ils ont l'art de retourner les situations à leur avantage. Et l'impression que j'ai, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que le pouvoir iranien, finalement, questionne la communauté internationale, et bien sûr les États-Unis indirectement, mais aussi l'ONU, en disant « qu'est-ce que vous préférez ?» Vous préférez, nous, Iraniens, on a besoin d'une dissuasion. Soit une dissuasion conventionnelle territoriale, ça c'est l'espace, on va dire, de sécurité, soit la dissuasion nucléaire. Donc c'est vous qui voyez. Donc si vous nous contrez, si vous nous empêchez finalement d'avoir nos marges de sécurité grâce à Soleimani, par exemple, eh bien vous ne nous laissez pas d'autre choix que de développer l'arme nucléaire pour être dissuasif. Et le paradoxe, de mon point de vue, c'est que les jeunes dont vous parliez tout à l'heure, madame, et les réformistes, tous ceux qui finalement sont assez critiques sur le régime, se reconnaissent tout à fait dans cette logique de dissuasion nucléaire. Parce qu'en fait, ils disent, au lieu de dépenser des sommes folles à alimenter des milices à l'extérieur de l'Iran, gardons ces sommes et cet argent pour investir à la maison, en Iran, sur le nucléaire, et comme ça, nous serons dissuasifs, et nous arrêterons de passer pour des impérialistes dans la région. La dissuasion, la mesure économique d'une certaine manière, qui permet de concentrer ailleurs les moyens qui jusqu'à présent sont dévolus à cette stratégie extrêmement ambitieuse à l'étranger. Reste quand même la réponse occidentale, on aura l'occasion de l'évoquer dans la deuxième partie. Peut-être un mot tout de même, Annick Cizel. Les Européens se disent profondément inquiets, ils regrettent d'ailleurs cette annonce iranienne, ils doivent se retrouver vendredi à Bruxelles pour discuter de la crise, alors que du côté de Moscou, eh bien, on met justement dans le camp des Européens, la balle c'est désormais aux Européens de formuler des propositions pour maintenir, dit Moscou, Téhéran dans ce traité. Les Européens ont les moyens de le faire ? Très concrètement, quand vous me dites les Européens, je suis en train de penser à l'OTAN. C'est-à-dire que, alors certes la mission d'entraînement des troupes de sécurité, des forces de sécurité et de l'armée irakienne était entre les mains des Canadiens, sous leadership canadien actuellement, je m'éloigne un tout petit peu de l'Europe, pas tant que ça au niveau de la diplomatie d'ailleurs. C'est-à-dire que là, c'est un double coup qui est porté évidemment à la diplomatie européenne avec son triumvirat, non, ça va pas marcher comme ça, mais avec Angela Merkel, Emmanuel Macron et Boris Johnson qui, en trio, sont venus dire il faut sauver ce qu'on peut encore sauver de l'accord nucléaire iranien, mais avec dans le même temps l'OTAN et ses responsabilités que Donald Trump avait finalement validées sous leadership canadien, certes, et plus américain, mais en Irak, l'OTAN qui est obligée d'interrompre sa mission d'entraînement des forces armées irakiennes et qui se réunit en urgence entre aujourd'hui et demain, de manière à savoir quelles poursuites ils peuvent avoir dans la région, avec de surcroît la coalition internationale, et ça inquiète évidemment énormément les capitales européennes actuellement, la coalition internationale contre Daesh qui se retrouve privée de son fer de lance américain, puisque tout est en stand-by pour l'instant en Irak. Donc très concrètement, l'Europe se retrouve effectivement dos au mur, diplomatiquement
militairement par une décision unilatérale, radicale de son leader américain, qui une nouvelle fois, après les Kurdes en Syrie, ou l'aval donné aux Turcs, à la Turquie d'Erdogan, contre les Kurdes en Syrie, prend une décision sans concerter ni ses alliés ni l'OTAN, au mépris de tous les règlements intérieurs de l'OTAN d'ailleurs. On va en reparler bien sûr dans un instant avec tous nos invités au terme de la première partie du débat, mais on se retrouve dans moins de 2 minutes, Fariba Achoudi, parce que malheureusement on n'a pas le temps, et on évoquera aussi d'ailleurs la stratégie américaine, si tant est qu'on puisse parler d'ailleurs de stratégie. Restez avec nous. Qassem Soleimani est mort. Des millions d'Iraniens étaient aujourd'hui dans les rues de Téhéran pour lui rendre hommage. Des scènes qui ne sont pas sans rappeler d'ailleurs les funérailles nationales de l'ayatollah Khomeini il y a maintenant plus de 30 ans. 40. Que vont faire 40 ans, me dit Fariba Achoudi à mes côtés. Vous l'avez compris, on poursuit le débat. C'est la deuxième partie avec donc Fariba Achoudi, journaliste et écrivaine iranienne, avec également Annick Cizel, maître de conférence à l'université Sorbonne Nouvelle, spécialiste de politique étrangère américaine et transatlantique, avec Adel Bakawan, directeur du Centre de sociologie de l'Irak à l'Université de Soran et chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, avec Pierre Razou, directeur de recherche à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Et oui, c'était il y a 4 décennies. Ça ne nous rajeunit pas, la disparition de l'ayatollah Khomeini. Un peu plus de 30 ans, on va dire. La disparition de l'ayatollah Khomeini. On essayait de comprendre un peu la stratégie américaine, puisque Donald Trump, aujourd'hui, se prévaut auprès des Américains, en l'espace de 3 mois, d'avoir à la fois tué Abou Bakr al-Baghdadi et maintenant Qassem Soleimani. Peut-on y voir une quelconque cohérence, Fariba Achoudi? Est-ce que ça affaiblit au contraire les Occidentaux dans la lutte contre Daesh, qu'on disait aujourd'hui terminée? Est-ce que cette organisation peut tirer parti maintenant des dissensions qui apparaissent entre les Américains et ces milices chiites qui leur ont prêté main forte en Irak dans la lutte contre le groupe État islamique? Bien sûr, non seulement en ce moment les Iraniens ont peur d'une guerre, mais d'une guerre déclarée, ils ont également peur effectivement de la résurgence de Daesh, et pas simplement les Iraniens, toute la région. Il y a eu un article qui a fait grand scandale un peu dans le monde, et en tout cas en Iran et chez les opposants iraniens qui veulent absolument la chute de ce régime. Et on ne sait pas qui va le remplacer. Newsweek a fait, avec la photo de l'ayatollah Khamenei sur sa couverture, je ne me souviens pas du nom du journaliste, peut-être que vous pourriez m'aider, en disant que si vous affaiblissez l'Iran, si les États-Unis affaiblissent l'Iran, si l'Occident affaiblit l'Iran, Daesh va revenir. Un article de 12 pages, et effectivement, on est même allé jusqu'à dire que la République islamique avait acheté le journaliste, théorie du complot partout, avait acheté le journaliste de Newsweek. Le journaliste de Newsweek a dû venir s'expliquer. Et on lui a demandé, est-ce que vous auriez défendu Saddam Hussein, ou je ne sais pas ce qu'on lui a dit. Il a dit, est-ce que je ne devais pas, à l'époque, si j'imaginais ce qui allait se passer en Irak, est-ce que je ne devais pas le dénoncer? Regardez ce qui se passe en Irak. Vous savez, ça, c'est effectivement, j'ai l'impression que parfois, réellement en Iran, il y a des gens qui disent que Donald Trump est au service d'Ali Khamenei, toujours théorie de complot, et toujours la folie de certains imaginaires des Iraniens qui pensent... Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire soit il ne se rend pas compte, soit effectivement c'est dans son intérêt de nouveau de mettre le feu aux poudres dans la région. Adel Bakawan, ça tient ça. On peut dire effectivement qu'en affaiblissant l'Iran aujourd'hui, Donald Trump affaiblit la lutte contre Daesh dont il prétendait précisément être l'un des fers de lance. La relation de l'Iran, enfin plutôt les élites politiques iraniennes avec les mouvements terroristes en Irak, d'une manière générale au Moyen-Orient, est beaucoup plus complexe que cela. L'Iran, je voulais, si vous me permettez, faire une petite remarque par rapport à la place de l'Iran dans le système des pays de la région. Alors, personnellement, je pense que la grande difficulté, le grand problème de l'Iran avec la communauté internationale, c'est que cette communauté internationale traite mal l'Iran dans ce système des pays de la région et même dans le système international. L'Iran est une grande civilisation. L'Iran est une grande histoire, est un grand pays. L'Iran n'est pas l'Irak qui a été fondé, fabriqué par les Britanniques en 1921.
cette grande histoire de l'Iran. C'est pas Spivko, c'est pas tracé à la règle. Voilà, cette grande puissance régionale, on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas le comprendre, on ne veut pas l'admettre, on ne veut pas l'intérioriser, on ne veut pas l'intégrer. Et donc l'Iran maltraité, l'Iran rejeté, cherche d'une manière permanente des alternatives. Une des alternatives, bien évidemment, c'est tout à fait... Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même cet événement politique qui a été la révolution de 79, qui n'a pas de lien direct avec ce qu'a été l'Iran en tant que civilisation, ce qui est un fait politique, et ce qui a quand même provoqué une réaction des Occidentaux. Mais écoutez, l'Iran de la Révolution, l'Iran du Shah, l'Iran de la Révolution, l'Iran de Qasem Soleimani, aujourd'hui, l'Iran de demain n'est pas dans une perspective essentialiste. Il n'y a pas une idéologie qui détermine les cadres d'action de la République islamique de l'Iran, même pas de l'Iran en tant qu'État, population et territoire. L'Iran est un pays pragmatique. Et à partir de ce pragmatisme, pas à pas, mètre par mètre, stratégie par stratégie, l'Iran est un pays dans des interactions et non pas dans des structures. L'Iran n'a pas choisi un positionnement d'hostilité aux États-Unis depuis 1979, c'est ce que vous dites? Non, absolument pas. Je vous donne un exemple, enfin rapidement un exemple. De 2003 à 2019, l'État irakien, l'impossible État irakien, le titre de mon livre paru en avril 2019, n'a pas des infrastructures pour fonctionner autant qu'État souverain. S'il a fonctionné de 2003 à 2019, c'est parce qu'il y avait un partenariat implicite entre Qasem Soleimani, celui qui est considéré désormais comme a été considéré comme terroriste, entre Qasem Soleimani et l'administration américaine. Ensemble, ils ont géré l'Irak par ce partenariat. Je vous donne un deuxième exemple. Le 25 septembre 2017, lorsque les Kurdes font leur référendum de l'indépendance du Kurdistan, c'est Qasem Soleimani et Britt McCord, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche, qui ont échoué le projet et qui, ensemble, ils ont récupéré les territoires disputés et ils ont livré ces territoires aux milices chiites. Autrement dit, il y avait un partenariat implicite fondamental pour gérer l'État irakien entre les deux. Ce qui change aujourd'hui, c'est les termes de ce partenariat. On verra l'incidence sur l'Irak dans un instant, mais Annick Cizel. Oui. Je vous en prie, monsieur. Pierre Azou. Oui, juste pour répondre à votre question, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui distingue la crise syrienne ou la guerre en Syrie et en Irak, ou avec, disons, le dossier irano-américain, c'est qu'en Syrie et en Irak, on est dans le pragmatisme, on est dans le cynisme intégral, le rapport de force, alors que dans la rivalité entre les États-Unis et l'Iran, c'est totalement passionnel, émotionnel, irrationnel. Et dans ce cadre-là, pour répondre à la question de tout à l'heure sur pourquoi Trump a agi de cette manière, à mon avis, c'est tout simplement parce que le pouvoir américain a paniqué. Parce qu'à la fin décembre, donc il y a quelques jours à peine, quand des miliciens chiites se sont introduits dans l'ambassade américaine à Bagdad, à la Maison-Blanche, comme c'était exactement au 40e anniversaire de la prise de l'ambassade à Téhéran, il y a certainement des conseillers, parce que je ne pense pas que Trump connaisse suffisamment bien l'histoire pour s'en rappeler comme cela, mais il a des conseillers qui lui ont dit « Les Iraniens et Qasem Soleimani sont en train de nous rejouer la prise de l'ambassade, mais au lieu de la prendre à Téhéran, cette fois-ci, ils vont la prendre à Bagdad pour nous humilier. » Et là, le pouvoir américain a littéralement paniqué et s'est dit « Ça ne doit pas arriver. » Et donc, ils ont pris les premières mesures conservatoires qui, probablement, de leur point de vue, consistaient à éliminer Soleimani. Benghazi a joué un rôle aussi, parce qu'on s'en souvient. Donald Trump le cite à foison. Or, il en avait fait un argument de campagne contre Hillary Clinton, à l'époque secrétaire d'État, accusé d'avoir laissé finalement tuer un diplomate américain. Certainement. Une phrase, juste une phrase. Je mettrai un bémol. Il y a quand même une idéologie dominante dans la demeure du guide où c'est l'anti-américanisme paye encore en Iran pour une certaine base. Il ne faut pas oublier ça. Il faut vraiment être juste. Donc on en joue aussi. On en joue. Et autre chose, c'est que maintenant, de plus en plus, on ne le sait pas, mais il y a quand même des sources qui peuvent être independent à Londres et qui disent que Qasem Soleimani était parti là-bas pour calmer le jeu, contrairement à ce qu'on pense. Pas du tout pour aller s'en prendre aux Américains. Et au contraire, calmer ces milices qui avaient effectivement tenté de s'en prendre à l'ambassade des États-Unis. Annick Cizel. Je voulais juste revenir une seconde sur l'origine de votre question, c'est-à-dire le traitement par les États-Unis. Le traitement semble-t-il identique de al-Baghdadi et de Soleimani, tous deux terroristes. Et revenir un petit peu sur l'obligation juridique qu'a le président Trump de classer
Rassem Soleimani comme terroriste et de rappeler en permanence que Al-Quds et les gardiens de la Révolution sont classés comme organisation terroriste étrangère aux États-Unis, pour entrer dans le cadre qui lui évite de passer par le Congrès, dans le cadre du 11 septembre 2001 et des lois immédiatement d'urgence prises, donc, qui permettent au président d'invoquer les risques terroristes internationaux envers la sécurité nationale des États-Unis et de passer outre le Congrès, de ne plus rendre de compte au Congrès. C'est l'autorisation d'utilisation de la force militaire sans passage par le Congrès, donc sans passage par les représentants du peuple américain, qui, les représentants, la Chambre des représentants est à majorité démocrate actuellement. Donc ça lui permet d'esquiver cette séparation des pouvoirs, ces rôles de poids et de contrepoids entre les différentes parties du gouvernement américain, entre l'exécutif et les législatif, et d'avoir les pleins pouvoirs. En plus, donc ce n'est pas seulement de la provocation verbale à destination de Téhéran. Ça a aussi un intérêt juridique pour lui. Un intérêt juridique. Personne n'a oublié autour de cette table que le président américain est sous le coup d'un impeachment actuellement. Donc il se protège juridiquement et ça lui permet donc de contourner ses adversaires démocrates à la Chambre des représentants, de ne plus rendre de compte du tout à la nation américaine et à ses représentants, donc, et de surcroît, de jouer aussi avec la législation internationale, puisqu'on n'a pas oublié que c'est un drone qui a tué Rassem Soleimani, avec tout le vide juridique international que cela peut représenter. Donc il joue sur toutes les lignes rigides de sa propre constitution et flou au niveau de la législation internationale, pour qu'on ne puisse rien lui reprocher juridiquement de plus que l'affaire ukrainienne. Donald Trump qui se permet d'ailleurs un ultime pied de nez aujourd'hui par tweet où il informe les démocrates que dorénavant c'est par tweet qu'il les tiendra juridiquement informés de ses actions envers l'Iran. Est-ce que ça indique d'après vous un président très bien conseillé, puisqu'on ne sait pas exactement à qui on a affaire depuis une semaine? Est-ce l'homme qui a pris sa décision dans la solitude du bureau sur un coup de tête, ou au contraire est-ce le deep state autour de lui, comme on dit, l'État profond américain, qui a pensé cette opération? Alors il semblerait, je le mets au conditionnel, je ne suis pas Donald Trump au jour le jour à ses côtés, physiquement, mais il semblerait que ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que tout s'est décidé à Mar-a-Lago en Floride, où il a reçu les leaders, notamment du Sénat. C'est Lindsey Graham qui a lâché l'information. Il a reçu certains leaders avec lesquels il souhaitait converser. Vraisemblablement, on voit que le fer de lance des relations publiques sur l'ensemble de cet assassinat ciblé, ça n'est pas Mark Esper, le chef du Pentagone, mais Mike Pompeo, le secrétaire d'État, donc chargé normalement de la diplomatie, et non pas d'intervenir envers une puissance militaire, ou en tout cas ce que représentait donc, en tant que général la puissance militaire iranienne. On a donc un petit cercle d'initiés, un petit cercle de proches à qui Donald Trump fait confiance, sur qui il s'appuie, un petit peu énormément, en faisant fi des usages protocolaires qui voudraient qu'il consulte à la fois le Deep State, les conseillers, les professionnels. Ce qu'il tentait de faire au début de sa présidence, qu'il ne fait plus trop aujourd'hui, il semblerait, alors c'est la presse américaine qui le relate, que le Conseil national de sécurité ait été complètement laissé de côté. Et il est vrai que Robert O'Brien, qui dirige actuellement ce Conseil national de sécurité, ne parle pas, ne semble pas intervenir, ne semble pas avoir de prise de position très claire sur ces questions, et que l'écho permanent vient du département d'État. C'est une vieille querelle aux États-Unis entre qui va avoir l'oreille du président, entre la défense et le département d'État, comme si Mike Pompeo, qui est l'homme de l'Iran, qui a l'oreille du président Trump depuis plusieurs mois. Je ne vais pas revenir à l'Assemblée générale des Nations unies, mais pendant que Hassan Rouhani prenait la parole, Mike Pompeo organisait une résistance contre le régime d'Hassan Rouhani en rassemblant une diaspora iranienne à Washington devant Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président Trump, à l'hôtel Roosevelt à New York, et au sein d'une union contre l'Iran nucléaire. On parle des Moudjahidines du peuple ? Alors je ne suis pas suffisamment spécialiste de l'Iran pour dire exactement de quel groupe il s'agissait. On ne va pas rentrer dans le détail. Je parle d'un secrétaire d'État américain qui menait une contre-diplomatie en vue de mettre en évidence une diaspora iranienne au moment où Hassan Rouhani prenait la parole. Et il est l'homme qui reste aux côtés du président Trump
tout au long des 6 mois qui viennent de s'écouler. La volonté d'un regime change, comme on dit en anglais, changement de régime. On a compris que ce ne serait sans doute pas possible dans l'immédiat, vu la réaction de la rue iranienne. Sûrement pas, justement. On va aborder quand même l'Irak. S'il devait y avoir un tout petit peu de changement à l'intérieur, grâce à la société civile, là, c'est mort. Autre chose que je voulais dire contre certains de vos collègues, sur les journalistes, donc. Journalistes, absolument. Ils parlent de Qassem Soleimani comme l'architecte des répressions en Iran. Ils ne connaissent rien. Qassem Soleimani ne s'occupe pas de l'intérieur. Je veux dire, les services secrets des armées des gardiens de la Révolution sont peut-être... Mais on entend tout et son contraire sur les chaînes. On confond Qassem Soleimani et Bassidji. On confond Qassem Soleimani et les services secrets des gardiens de la Révolution et les services secrets. Il y a la tentacule des services secrets en Iran. Donc il faut vraiment essayer d'appeler un chat un chat. Très bien. On va aborder quand même la question de l'Irak parce qu'elle est essentielle. Les États-Unis sont présents toujours en Irak. On avait compris que c'était le souhait de Donald Trump de réduire cette présence. Ça ne semble plus être le cas. On va écouter ce que dit en tout cas le Premier ministre irakien démissionnaire. Écoutez-le. Il n'est plus possible d'avoir sur le sol irakien des troupes étrangères qui ont pour mission le combat. Adel Bakawan, il se fait l'écho du Parlement irakien qui a voté, les députés irakiens ont voté pour réclamer le départ de toutes les troupes étrangères du sol irakien. Les députés kurdes ont boycotté d'ailleurs la séance, tout comme les députés sunnites. Qu'est-ce que ça reflète? Alors d'abord, est-ce que cette décision, elle s'impose? Est-ce que le gouvernement irakien a les moyens de l'appliquer, autrement dit de faire partir les Américains? Et est-ce que ces défections au Parlement montrent que tout l'Irak n'est pas sur la même longueur d'onde à ce sujet? Est-ce qu'il y a encore des Irakiens qui soutiennent la présence américaine sur place? Écoutez, là, non, dans cette décision, on est plutôt dans le spectacle, on est dans l'instrumentalisation, on est dans une tribune. Les milices chiites présentes, bien évidemment, à l'Assemblée nationale irakienne, cherchent une tribune, cherchent une occasion pour exprimer, pour mieux mobiliser le peuple. Et quand je dis le peuple, c'est vraiment le peuple irakien, à la fois chiite comme sunnite, et même chez les Kurdes. C'est vrai, les leaders kurdes n'ont pas participé à cette réunion, mais au sein de la société kurde, il y a un vrai mécontentement par rapport aux politiques, je dis bien aux politiques, aux différentes stratégies des États-Unis, même pas des États-Unis, de Donald Trump. Le peuple kurde en Irak n'oublie pas ce qui s'est passé en Syrie par rapport aux Kurdes, n'oublie pas le 25 septembre, exactement, le référendum de l'indépendance du Kurdistan. Et donc, non, mais personnellement, je pense que ça ne tient pas. Donald Trump, il est toujours dans deux paradigmes. L'engagement, le désengagement, le réengagement, le désengagement. Il se désengage une semaine plus tard, il revient sur son engagement. Alors aujourd'hui, on est dans la déstabilisation totale. Moi, personnellement, je pense que le marqueur majeur de sa politique, c'est qu'il n'y a pas de certitude. Avec Donald Trump, on n'a pas de certitude. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les pays du Moyen-Orient cherchent une alternative. Ils voient de temps en temps cette alternative chez Poutine, la Chine, l'Union européenne, mais malheureusement, les États-Unis, pour aujourd'hui, n'ont pas l'alternative numéro 1. Numéro 2, rapidement, je reviens sur l'idéologie. C'est vrai, il y a une idéologie en Iran, mais cette idéologie est tout le temps, d'une manière permanente, instrumentalisée et mise au service de la politique. Cette idéologie de Ayatollah Khamenei n'a pas empêché une coopération, voire un partenariat avec les États-Unis d'Amérique, avec les autres pays. Autrement dit, ce n'est pas l'idéologie qui détermine la politique. Certainement. C'est la politique qui détermine l'idéologie. Numéro 3, les conséquences, et je m'arrête là. Oui, grâce ou à cause, ça dépend comment on voit les choses, de cette incohérence, de cette imprévisibilité de Donald Trump, aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique ont livré l'Irak à l'Iran. Pierre Azou. Oui, très rapidement. Je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est dans la mentalité sans doute du pouvoir iranien, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'en faisant pression sur les autorités irakiennes, les autorités officielles irakiennes pour en fait demander l'évacuation et le rejet et donc le renvoi des militaires américains, je pense qu'ils ne sont pas naïfs, ils savent très bien qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Mais à la limite, peu importe, ils font porter le blâme sur les États-Unis. Et ce qui compte pour eux, c'est de montrer à la face du monde, et notamment aux pays dans la région,
qu'à partir du moment où les États-Unis et les forces américaines se maintiennent en Irak contre l'avis du Parlement et on va dire du peuple irakien, ils redeviennent des forces d'occupation. Et qui dit force d'occupation dit cible légitime pour les frapper. Et là, ça permet au régime iranien de reprendre sa rhétorique de prendre la direction du front de la résistance et donc de se présenter comme le leader du front de la résistance qui désormais peut attaquer légitimement en Irak des forces américaines, puisque ce ne sont plus des forces entre guillemets de paix, mais des forces vues sur place d'occupation. Quand on voit un vieil adversaire des États-Unis comme Moqtada Assad reprendre, réactiver son armée du Mahdi, ça veut dire que ça va se passer en Irak. Les Américains risquent de devenir des cibles en Irak. Et même le retour de l'organisation de l'État islamique depuis quelques semaines, on remarque bien, chaque jour, mon centre de sociologie de l'Irak enregistre des opérations. Il n'y a pas un jour où il n'y a plusieurs opérations dans plusieurs villes et sur la totalité du territoire national. Autrement dit, du nord kurde jusqu'à Bassoura chiite. Quel sera d'après vous le prochain acte très rapidement il faut s'attendre à des représailles de l'Iran? L'Iran n'est pas dans la guerre. Aucun leader iranien n'a employé le mot de la guerre. Mais par contre, ils ont employé l'expression de la vengeance. Ils sont dans la stratégie de la vengeance et ils prennent leur temps. Ces pragmatiques iraniens prendront leur temps pour mettre en place cette stratégie de vengeance. Il n'aura pas lieu ici et maintenant, ni demain. Et il aura lieu au moment où personne ne nous l'attend. Ils vont chercher à faire perdre Donald Trump, d'après vous, Annick Cizel, à l'élection présidentielle. Ils peuvent peser sur le cours de l'élection, les Iraniens? La suite des événements peut effectivement peser. Mon regard est en train de partir du côté d'Israël aussi. C'est-à-dire que quand on s'interroge sur la diplomatie électoraliste de Donald Trump, elle passe immanquablement par Israël et par la communauté israélo-américaine, américano-israélienne. Donc, est-ce que l'Iran n'a pas déjà gagné quelque part parce qu'il résiste? Parce qu'il y a cette résistance à l'ennemi américain, cette résistance qui joue tous les codes de la diplomatie internationale. C'est aujourd'hui l'Iran qui a sa place à l'ONU. Les États-Unis s'en sont auto-marginalisés. L'Iran est une grande puissance globale aujourd'hui, en partie parce que, par ce repoussoir américain, les États-Unis de Donald Trump ont donné à l'Iran cette aura globale, cette alliance globale de la Chine à la Russie, à l'Union européenne. Donc l'Iran a d'ores et déjà gagné. Dans quelle mesure ça peut influencer les élections américaines? C'est qui déjà qui disait c'est l'économie qui décide les élections aux États-Unis beaucoup plus que ce qui se passe à l'étranger. La seule chose... Donald Trump menaçait 52 cibles, 52 monuments iraniens en mémoire justement. J'ai eu des tweets aujourd'hui des gens qui sont contre le régime et ils ont dit on va être bouclier humain. Et effectivement, mais il y a un autre problème en Iran, c'est que on n'en parle pas là parce que c'est que la situation économique est terrifiante. Les gens n'en peuvent plus. Je pense que les États-Unis comptent là-dessus aussi, de l'exaspération et que l'Iran perde vraiment que ça dérape. Et monsieur a raison, les Iraniens sont très pragmatiques. Ils ont montré tout le long de leur... avec l'ayatollah Khomeini en premier, qui a dit je bois le poison de la défaite, mais j'arrête la guerre contre l'Irak. Néanmoins, un dérapage est possible et moi, je suis terrifiée par la possibilité d'un dérapage pour mon pays, pour les jeunes en Iran, pour la population iranienne. Pierre Azou. Oui, juste pour dire que tout ce à quoi on assiste aujourd'hui montre bien la montée des nationalismes. Nationalisme aussi bien en Irak, nationalisme en Iran, nationalisme en Syrie, en Turquie. Et fondamentalement, pour revenir au thème du débat, c'est quelle est la vraie question, enfin la vraie question, il me semble, c'est quelle est la vraie stratégie de Trump ? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'il a vraiment cherché à faire en éliminant Qassem Soleimani? Et quelles seront maintenant les conséquences? Parce qu'on essaie de quelles sont les conséquences? Et je crois que les vraies questions, c'est est-ce qu'en fait, il a décidé dans sa tête que, en effet, l'Iran ne serait jamais nucléaire et donc en a tiré la conclusion qu'il fallait attaquer l'Iran et qu'il fallait créer un casus belli avec l'Iran. Auquel cas, ce geste de Soleimani en annoncerait un autre. Exactement. Auquel cas, le principe, c'est ce qu'une partie du Parti républicain veut depuis 2010. Bien sûr. Et c'est pousser à la faute, en fait, les Iraniens et le régime iranien. Ou bien, est-ce que c'est
plus pragmatiquement une mesure, on va dire, électoraliste pour... Il reprochait lui-même à Obama dans le passé. Pour favoriser sa réélection. Et ça, on ne sait pas, mais c'est clairement une des données clés de ce qui va se passer. Et si c'est le cas, on en aura en tout cas la vérification dans les 11 mois qui viennent, ceux qui nous séparent de l'élection. Voilà, 10 mois. Et peut-être le 4 février, jour du discours de l'État de l'Union... Encore plus proche, donc moins d'un mois. Merci beaucoup Pierre Azou, merci également à Annick Cizel, à Fariba Stroudi et à Adel Bakawan d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce débat. Restez sur France 24 dans un instant, un nouveau journal. France Info et France 24.